Merci Cécile, bonsoir. J'ai failli ne pas venir parce que je suis un peu malade, donc si à un moment donné vous ne me comprenez pas, si je ne parle pas assez fort, si je parle trop vite ou si je marmonne, n'hésitez pas à me reprendre. Je ne suis pas professeur agrégé, je suis professeur agréé. Moi, ça me va. Les deux me vont, de toute façon, agrégé, hein, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas des profs agrégés. Qui n'a jamais entendu parler d'intelligence artificielle? Ok. On va vérifier si vous fonctionnez bien. Qui a déjà entendu parler d'intelligence artificielle? Ça va à peu près. Ok. Donc, rapidement, mon métier, c'est l'informatique. Je travaille au sein d'une société d'informatique de gestion. Les soirs et le week-end, je suis enseignant agréé au CNAM Polynésie. Et depuis quelques mois, je suis membre d'un laboratoire de recherche au CNAM Paris sur tout ce qui est sécurité défense et en particulier cybermenaces. Donc c'est dans ce cadre-là que Cécile m'a invité. Je vais vous montrer l'aspect technique, mais ça sera très simple, ne vous inquiétez pas, de l'intelligence artificielle. Et après, quelques petites implications sociales et sociétales. Donc si les mots font peur, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé au slide. De façon très simple, on va voir tout ce qui est régression linéaire et classification, et forcément l'autoclassification, l'optimisation des produits matriciels, les calculs vectoriels, tout ça, les applications au calque graphique. Un petit peu plus compliqué, l'hyperparamétrisation. Ensuite, on va commencer à s'attaquer au vrai sujet. Hein. Donc là. OK. Donc, le seul but, c'est que vous arriviez demain, quand vous allez lire des informations sur l'IA, à vous dire « Ah, ok, ça veut dire ci, ça veut dire ça, je n'ai pas compris ». Et quand vous allez sur Wikipédia, parce que la moitié de cette conférence est sponsorisée par Wikipédia, c'est que vous disiez « Ah, d'accord, c'est par rapport à ça et ça, donc ok, je vois à peu près ». Le but, c'est ça, c'est que vous ayez une certaine autonomie. Il y a à peu près 45 minutes de présentation et 45 minutes de questions, à peu près. Ce n'est pas dans ce temps-là qu'on va faire de vous des pros de l'intelligence artificielle. On est d'accord, hein? C'est juste d'être des non-béotiens. La définition la plus simple qu'on peut donner d'une intelligence artificielle, c'est un logiciel, c'est une machine, ce qu'on veut, capable de passer le test de Turing. Mais c'est qui Turing? Alors, Alan Turing, c'est un monsieur que vous avez peut-être déjà vu dans des films, donc du coup pas lui, un acteur. C'est un mathématicien anglais. C'était la personne qui était en charge de l'équipe anglaise qui a cassé le chiffrement de la machine allemande Enigma. Qui a déjà vu un film sur la vie d'Alan Turing? Ok, merci, comme ça, je vais éviter de passer du temps là-dessus. Et en fait, il a expliqué, on prend un être humain, on le met sur la table qui est là, il y a le paravent qui est entre l'humain et quelque chose, une machine ou un humain. Donc l'humain qui est étudié va poser une question et de l'autre côté, l'entité qui est cachée, donc un humain ou une machine, va répondre. Si l'humain qu'on est en train d'étudier ne peut pas dire de l'autre côté du paravent c'est un humain ou de l'autre côté du paravent c'est une machine, la machine a passé le test de Turing et donc c'est une intelligence artificielle. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Il me reste 40 slides pour vous prouver le contraire. Alan Turing était homosexuel. Jusque-là, ce n'est pas très intéressant. En Angleterre, à cette époque-là, cet homme en fait, a sauvé l'Europe. Lui et son équipe. Ils ont sauvé une bonne partie de l'Europe. Et comme il aimait les hommes, eh ben, en fait, les Anglais lui ont dit « Ouais, t'es un génie, mais c'est pas bien ce que tu fais, donc on va te faire une castration chimique pour pas que les gens comme toi puissent se reproduire. » Et comme il ne voulait pas, il s'est suicidé en suivant l'exemple d'un de ses contes de fées préférés, Blanche-Neige. Blanche-Neige ou La Belle au Bois dormant? Il y en a un des deux où on mange une pomme empoisonnée. C'est Blanche-Neige? C'est Blanche-Neige. Donc il a fait comme Blanche-Neige et il a mangé une pomme empoisonnée. Et si vous regardez le logo d'Apple, c'est une pomme croquée. Comme ça, au moins, il y aura un truc qui aura été utile dans cette conférence. Donc, pour le moment, pour vous, une intelligence artificielle, c'est ça. C'est une question, il y a quelque chose au milieu, à la fin, vous avez la réponse. Je vais vous faire la démo dans quelques slides de ChatGPT. Qui a déjà utilisé ChatGPT? Donc, ça fait à peu près 10, 15 personnes. OK, merci. Donc, le but du jeu, d'une IA, par rapport à la slide précédente où on avait la question et la réponse,
Votre intelligence artificielle doit comprendre les questions qui lui sont posées. Elle doit fouiller dans tout ce qu'elle a pour trouver la réponse. Et ensuite, elle doit vous formuler la réponse. Dit comme ça, c'est enfoncer les portes ouvertes. Mais en fait, tout ça, c'est ce qu'on va appeler la modélisation. Modélisation de la question, modélisation de la réponse. Un jeudi matin, Stendhal a dit « Toute œuvre d'art est un mensonge ». Dans l'intelligence artificielle, on va dire que tout modèle est un mensonge. Donc ça va être un mensonge extrêmement proche de la réalité. Quand vous allez discuter avec une intelligence artificielle ou quand vous allez lui demander de vous générer des images ou autre, ça va être très proche de la réalité, mais ça ne sera jamais la réalité, aussi proche que ce soit. Donc, c'est là où ça commence. Il y a plusieurs façons de catégoriser les IA. J'aurai une slide avec que du vocabulaire et je passerai un petit peu de temps à vous expliquer, mais pour ce soir, le découpage qui va nous intéresser, ce sont les IA symboliques et les IA connectivistes. À ne pas confondre avec connexionnisme, qui n'a rien à voir. Vous allez vexer les partisans du connexionnisme. Donc dans l'IA symbolique, en fait, l'être humain, le programmeur ou n'importe qui veut créer son IA, va expliquer les concepts. Il va définir la notion d'homme, de femme, d'humain. Il va dire un humain est forcément un animal, un chien est forcément un animal, le corail qui peut être animal, végétal ou minéral, où est-ce qu'on va le placer? Donc on va avoir des humains qui vont expliquer à la machine comment fonctionne le monde, symbolique. C'est compliqué, ça met du temps, et l'humain qui va apprendre à la machine doit être un peu intelligent. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est l'IA connectiviste. En fait, ce qu'on va fournir à la machine, c'est l'équivalent d'un cerveau vide. Vous avez tous entendu parler des réseaux de neurones. Donc, l'humain va programmer un cerveau et va permettre à ce cerveau de se changer, de changer ses connexions, ça arrive, hein, de se modifier en fonction de l'entrée. Une fois que l'humain a conçu son réseau de neurones, il va donner énormément de données. Énormément. Et aujourd'hui, l'IA connectiviste a gagné pour 3 raisons principalement. 4. Pour 4 raisons. Elle avait été laissée de côté parce que des études théoriques avaient montré qu'elle ne pourrait jamais faire mieux que l'IA symbolique. On s'était dit, ah, bon, tant pis. Et en début des années 80, 82, je crois, il y a un gars qui a dit, sauf si on fait comme ça. Tout le monde s'est mis à faire comme ça, et du coup, l'IA connectiviste, ça fonctionne. Mais pour que ça fonctionne, il faut énormément de données. Et pour que ça fonctionne dans un délai raisonnable, avec l'augmentation de la capacité de calcul, donc en gros la vitesse des processeurs, pour faire simple, la diminution des coûts de stockage, pour pouvoir stocker des gigas et des gigaoctets de données, mais également, très important, la production de la donnée. Donc si vous mettez 25 personnes dans une salle pendant 1 an, la quantité de données que vous allez générer est inférieure à 1 seconde sur Facebook. Voilà, donc ça ne sert à rien. Aujourd'hui, les gens, ils continuent à avoir des recherches sur les 2 types d'intelligence, mais entre guillemets, c'est plus simple avec l'IA connectiviste. Plus d'informations, donc j'ai déjà une personne qui se met à coder. Si jamais vous ne faites pas des réseaux de neurones, la façon de coder, ça va être, la façon de faire de l'intelligence artificielle, ça sera du pur code, ou sinon des moteurs de règles, pour ceux qui ont déjà entendu parler, ou sinon on a même du code dédié à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas intéressant, c'est compliqué, je le laisse là pour les gens qui auraient des questions là-dessus après. Donc, l'apprentissage. Je vous avais dit que le but du jeu, c'est de modéliser la réalité, c'est de modéliser l'environnement, que la machine comprenne. Pour ça, on va doter l'IA. L'IA, on peut dire que c'est le cerveau, pour faire simple, d'un ensemble de données. À partir de cet ensemble de données, l'IA va se créer un modèle. Donc ça va vraiment être les connexions dans le cerveau. À ce niveau-là, c'est vraiment ça qui se passe. Ça, c'est la phase d'apprentissage. Ça va durer de 15 minutes à quelques mois, en fonction du type d'IA, du nombre de neurones, de la question à laquelle vous voulez répondre. On n'en a pas encore parlé, mais vous aviez la slide avec la question, le GIF magique et la réponse. La majorité des problèmes en intelligence artificielle sont de la classification. Dans cette image, est-ce qu'il y a un chat ou pas?
dans ce texte, est-ce qu'il y a une insulte à un groupe ethnique? Dans cette vidéo, est-ce que je vois passer un gorille noir? Des choses comme ça. Donc c'est très souvent des problèmes de classification. Une fois que vous avez donné à votre IA toutes vos données et que l'IA s'est constituée son modèle, vous passez à la phase d'évaluation, vous allez poser votre question à votre IA, elle va réutiliser exactement le même modèle et elle va vous donner votre réponse. Je n'ai pas prévu d'en parler, juste pour vous donner une idée. La raison pour laquelle on sépare l'IA et le modèle, on le verra après, le modèle c'est ce qu'on appelle les paramètres. Si jamais vous posez une question à votre IA le lundi et qu'elle vous donne une réponse A, et que vous lui posez la même question un an plus tard et que vous n'avez pas changé le modèle, elle vous donnera la même réponse. Si vous lui posez la question le lundi, vous avez la réponse, la question le lundi, vous avez la réponse A, et que dans la nuit, vous changez votre modèle, le lendemain, vous n'avez aucune garantie de la réponse que vous allez avoir. Il faut reposer la question pour savoir quelle est la réponse. Donc, si vous avez des systèmes, je ne sais pas, on va dire des voitures autonomes, qui se conduisent toutes seules et qui vont avoir une modélisation de l'environnement, de la réalité, et qui a une mise à jour, et qui a un accident, si vous voulez attaquer Tesla, pour ne pas les nommer, il faut que vous sachiez quelle était la version du modèle qui est utilisée. Ça change tellement vite. Donc, si vous vous plaignez que vous n'allez pas ouvrir un fichier Excel 2007 parce que vous êtes en Excel 98, vous allez avoir des problèmes. On a une catégorie d'apprentissage qui fonctionne bien, c'est qu'on va doter notre IA d'un juge, une personne qui va évaluer la réponse et qui va dire ta réponse, elle est bonne ou pas. Et c'est justement comme ça qu'on va mettre à jour le modèle. On va avoir des mises à jour instantanées, des mises à jour périodiques. Tout ça, c'est des problématiques qui appartiennent à la société qui fabrique l'IA. Okay. Donc là, on descend une couche plus bas dans la théorie. Ça, on en a 25 milliards ou 100 milliards dans le corps, principalement dans le cerveau, autour de l'estomac aussi, et un petit peu autour du cœur, je crois. S'il y a des biologistes, ne me frappez pas. Donc, ici, on va avoir un noyau qui va faire la somme de tous les influx qui lui arrivent à travers les dendrites. Donc, on a l'équivalent de 0 et de 1, c'est de la chimie, c'est des trucs qui se baladent. Le noyau va faire son calcul et va faire sortir sur son axone une information qui tient compte de toutes les informations en amont. C'est bon? Ça parle à tout le monde? Normalement, c'est cours de bio, 3e, seconde. Hein? OK. Donc, on a la même chose en informatique, mais pour justifier nos salaires, on est obligé de faire un peu plus compliqué. Donc là, vous avez les dendrites avec ce qu'on va appeler des poids tout simplement. On va faire au sein du noyau le même calcul. Et après, ici, on va avoir une fonction d'activation. Juste pour vous donner une idée, ça là, la fonction d'activation, c'est un domaine de recherche en lui-même. C'est un cycle de 25 conférences avec 8 sommités mondiales, etc., etc. Juste ça. Ça ne marche plus. Ça marche. Voilà. Donc, on va faire simple. Et on va se dire qu'un neurone formel, un neurone informatique, ça ressemble à ça avec nos dendrites en amont, notre noyau au milieu et l'axone qui va sortir l'information. On va donner à chacune de ces connexions en amont un poids, donc la considération qu'on va donner à cette information. Malheureusement, quand vous allez faire du shopping, comment vous êtes habillé, on va plus ou moins bien vous traiter. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ce neurone estime que cette connexion vaut 0,5, c'est-à-dire autant que ces deux autres connexions ensemble. Okay? Ça, c'est le poids. Et ici, au milieu de mon noyau, j'ai mon seuil d'activation. Donc, tout simplement, je vais multiplier le chiffre que j'aurai ici par le poids. Je vais faire la somme, et si la somme dépasse le seuil d'activation, je mets un 1. Sinon, je mets un 0. C'est simple, hein? Attendez un peu. Donc, ça va intervenir dans quelques slides. Ces données numériques, c'est ce qu'on appelle les paramètres du neurone. Les modèles, aujourd'hui, les intelligences artificielles, on va estimer leur puissance, leur efficacité au nombre de paramètres. ChatGPT, il est à 175 milliards de paramètres. Donc, je vous donnerai les chiffres sur une slide, on pourra regarder. Mais là, il y en a 4.
ChatGPT, GPT en fait, ChatGPT c'est juste un site web, GPT on a 175 milliards. Donc, on a positionné nos paramètres, on va avoir nos valeurs en entrée, donc le premier dendrite il a un 1 en entrée, le second il a un 1 et le troisième il a 0. Donc 1 fois 0,5 plus 1 fois 0,2 plus 0 fois 0,3 et je ne me suis pas trompé, magnifique, c'est 0,7. 0,7 est supérieur à 0,5 et mon neurone il va me sortir un 1 et il va passer à d'autres neurones plus loin. Je change mon entrée, ici j'ai un 0 fois 0,5, un 1 fois 0,2, un 0 fois 0,3, donc ça me fait uniquement 0,2, 0,2 est inférieur à 0,5, donc j'ai un 0. C'est simple. Donc, si on voulait faire de l'intelligence artificielle symbolique, ça serait à nous de définir les poids, les paramètres de chaque neurone. Donc on va faire un exercice, on va essayer de créer une intelligence artificielle qui va déterminer si on a affaire ou pas à un être humain. Donc, on va se mettre comme paramètre, est-ce que l'entité que je considère marche debout ou pas? Okay. Est-ce que sa taille est supérieure à 1,50 m? Je suis désolé pour les gens qui font moins d'1,50 m ce soir. Et est-ce que l'entité que je considère vit en couple? Je suis désolé pour les célibataires. En tant qu'expert, parce que je suis dans une intelligence artificielle symbolique, je vais attribuer un poids, une importance à chacun de ces paramètres, à chacune de ces dimensions. Donc, marcher debout, c'est très très important pour un être humain, pour définir un être humain. Une taille au-dessus d'1,50 m, il ne faut pas aller en Asie, il faut aller côté européen, c'est important aussi, c'est 0,5. Vie en couple, bon, c'est beaucoup moins important, c'est pas grave. OK. Et ensuite, je vais définir mon seuil d'activation. Donc, si la personne marche debout, ça suffit à dire que c'est un être humain, ou si elle fait plus d'1,50 m et qu'elle vit en couple, ça me fait 0,8, donc ça me suffit à dire que c'est un être humain. C'est un exemple, s'il vous plaît, que personne ne se vexe. Donc, à quoi j'ai affaire? J'ai affaire à une entité qui marche debout, qui a une taille supérieure à 1,50 m et qui vit en couple. Mazel tov, j'ai la totale. Pardon. Je fais mon calcul, 1 fois 0,8, hein, vous avez compris, 1,6, j'explose le seuil d'activation, je suis content, et donc, je mets en sortie un 1, j'ai bien affaire à un être humain. Et donc, voici une entité qui marche debout, qui fait plus d'1,50 m et qui visiblement vit en couple et qui a oublié d'acheter je ne sais pas quoi, mais il ne fallait pas oublier. Donc, là, ce que je voulais vous montrer, c'est que l'apprentissage, en fait, ça va consister à trouver les paramètres de chacun des neurones, donc de chacune des dendrites et du seuil d'activation. Et ensuite, l'évaluation, ça va consister à soumettre la question au réseau de neurones. Donc, à redécouper sur les neurones d'entrée, ici, en rouge. L'évaluation, vous allez avoir votre entité, vous allez appliquer chacune des caractéristiques à l'entrée. Le réseau neuronal va faire son travail et vous allez avoir une sortie. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 3 fois 4, 12. Vous avez 12 neurones. Les 12 neurones, donc, ils vont avoir, ça doit être factoriel 12, ou 12 puissance 4. Non, je ne peux pas. Hop. Pourquoi est-ce que je ne peux pas? 2 secondes. Non, jamais. Jamais pendant la présentation, toujours après ou avant, mais jamais pendant. Ah non, c'est pas souvent. Donc si je fais factoriel 12, ça me fait 4 milliards, ça fait beaucoup, donc ça doit faire 12 puissance 4. 20 000, non, ça ne doit pas être bon non plus. Là, tout ce que j'ai oublié de calculer, c'était de vous donner un ordre de grandeur. Je vais avoir par couche 3 x 4, 12, 24. 24 plus 12 encore, ça me fait 36, 37, 38, 39, voilà. J'ai 40 connexions. Donc j'ai 40 paramètres, plus mes 12 neurones, ça me fait 52 paramètres. Par rapport à GPT qui en a 175 milliards. Donc là, si je vous demande par exemple, est-ce que c'est un minéral, un végétal, un animal, et de me faire un réseau de neurones pour me dire est-ce que j'ai droit à un corail ou pas, je pense qu'on va se marrer. L'IA symbolique, en fait, est très compliquée. L'expert doit être capable de décortiquer son savoir. C'est de la méta-réflexion.
Donc voilà littéralement à quoi ressemble un réseau de neurones ultra simplifié. Et en fait, vous avez déjà entendu Deep Learning. Deep Learning, ça parle à quelqu'un? Ok. Le Deep Learning, c'est uniquement quand vous allez faire de l'apprentissage avec des couches profondes. Et les couches profondes, c'est des couches qui ne sont ni en entrée, ni en sortie. C'est tout simplement ça. Donc, par rapport à la slide où je vous disais on peut faire de l'intelligence artificielle sans réseau neuronal, ça ne peut pas être du deep learning. Si vous n'avez pas de réseau de neurones, vous n'avez pas de deep learning. Le deep, c'est littéralement ça. C'est tout. Ah, c'est tout. OK. Donc là, c'est la slide où vous notez le mot qui vous intéresse, et après, on pourra revenir plus tard. Je vous présente rapidement. L'IA forte, c'est ce que les gens redoutent. C'est un humain artificiel. Une IA forte, c'est une IA qui est capable de ressentir des émotions. Une IA forte, c'est sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens, j'ai conscience que je suis une IA. C'est iRobot. Qui a vu iRobot avec Will Smith? Cool. Qui a lu le bouquin d'Asimov? Non? Bon, ben. Rendez-vous service et allez lire la source alors. L'apprentissage par renforcement, c'était la slide où je vous montrais qu'il y avait un juge qui intervenait, qui évaluait la réponse et qui permettait à l'IA ou pas de mettre à jour son modèle. L'apprentissage supervisé ou non supervisé, c'est quand votre jeu de données, alors, est-ce que je vais faire ça? C'est quand votre jeu de données, ici, c'est là où vous voyez que les slides ne sont pas si simples que ça. Un apprentissage supervisé, c'est que chacune des données ici a une étiquette. Donc je veux que c'est une intelligence artificielle qui va permettre de détecter des chats ou pas dans des images. Et donc pour chacune des images, je vais avoir à côté une information qui dit il y a un chat dans cette image, il y en a 2, il y en a 7, il n'y en a pas du tout. Ça, c'est de l'apprentissage supervisé. L'apprentissage non supervisé, c'est que je n'ai que des images de tout et de n'importe quoi, et j'attends à ce que l'intelligence artificielle puisse les classer. À ce niveau-là, l'intelligence artificielle, l'IA, ne pourra pas dire « tiens, voilà une photo de chat » parce qu'elle ne connaît pas le concept de chat. Ça ne lui a pas été inculqué, ce n'est pas une IA symbolique. L'apprentissage profond, c'est juste ce qu'on vient de voir, c'est le fait d'avoir plusieurs couches à l'intérieur de votre réseau de neurones. Ça arrive. Convolutif et récurrent, c'est parce que des fois vous allez les voir parce que c'est des technologies qui ont bien fait progresser le domaine, mais c'est un peu compliqué. Convolutif, c'est que quand vous allez donner votre réseau de neurones vierge à l'ordinateur, vous allez déjà agencer le cerveau d'une certaine façon, et en fait cette façon reproduit comment notre cerveau voit. Nous avons dans notre cerveau des neurones qui sont connectés à notre œil d'une certaine façon, avec des neurones qui vont se chevaucher. Et donc, on va préprogrammer, on va préparer l'intelligence artificielle à réfléchir d'une certaine façon et analyser, alors c'est principalement pour les images, à analyser l'image par paquet qui se superpose. Donc, c'est juste ça. Et les réseaux de neurones récurrents, c'est quand vous allez utiliser la sortie de l'étage N+1, elle va arriver à l'étage N+2, là je suis en train de vous perdre, pour alimenter l'étage N. Là, il y a trop de sourcils qui se font, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je la refais, parce que dans ma tête c'était simple en fait, mais là je vois que c'est pas simple. Ok, donc, le convolutif, c'est quand vous allez prédéterminer les connexions. Vous allez dire, toutes ces connexions-là, c'est pas la peine, je vais connecter ces deux neurones uniquement à celui-là. Vous préprogrammez, vous facilitez le travail, donc ça va beaucoup plus vite parce qu'il y aura beaucoup moins de paramètres à remplir. Encore une fois, je schématise. Le récurrent, donc là j'avais mis est-ce qu'il marche debout, est-ce qu'il fait 1,50 m et est-ce qu'il vit en couple. Donc vous allez avoir vos différents paramètres, vous allez calculer qu'est-ce que représente chaque neurone. En IA connectiviste, on ne sait pas. On fait tourner la machine, au bout de quelques mois ça fonctionne, mais personne n'est capable de dire ce neurone-là va coder le fait d'avoir un CDD. Ce n'est pas possible. Personne n'y arrive. Donc, et dans le récurrent, vous allez utiliser la sortie de ce neurone, par exemple, qui va alimenter l'étage suivant. Et vous allez également faire une rétroaction et ça va servir d'entrée
au neurone précédent. Donc là, il faut juste ne pas oublier qu'on a une évaluation dans le temps. Donc je vais analyser un groupe de pixels, et ensuite sur le groupe de pixels suivant, je vais utiliser, donc sur le groupe de pixels n plus 1, je vais utiliser la sortie du groupe de pixels n. Ouais, vous n'êtes pas convaincu. Hein. Voilà. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, c'est facile de se perdre. Voilà. Si vous avez des questions, j'y reviendrai. Je continue à avancer. Voilà. Non, en fait, juste pour montrer que c'est compliqué. Non. OK. Donc, les réseaux de neurones récurrents, on utilise l'information qui a déjà été décidée en aval et on la fait remonter en amont. Qui n'a jamais entendu parler de ChatGPT? Ah ouais, quand même. Ah ouais, ok. Ça, non, c'est bien. C'est cool. D'accord. Donc, non, c'est parce qu'il y a des gens qui ont levé la main, en fait. ChatGPT, c'est un site web et en fait, c'est une interface. Je vous expliquerai la vraie révolution de ChatGPT. C'est une interface devant GPT. Et GPT fait partie d'une famille d'IA qu'on appelle les IA génératives. Les IA génératives, elles génèrent, comme le nom l'indique, du texte, des images ou du son. Ça marche extrêmement bien, c'est très bluffant et ça a énormément de succès parce que n'importe qui peut se dire « Waouh, c'est génial ». Enfin, grosso modo, moi, je ne rédige plus mes emails, je demande à ChatGPT de faire mes emails et après, je change 2-3 informations. Mais en fait, ce sont juste des super perroquets. C'est uniquement ça, ChatGPT, et je vais vous le montrer. Donc, dans les IA génératives, toujours fermer ces onglets, toujours. Donc, alors, est-ce que je vais réussir? 2 secondes. Si je parle comme ça, est-ce que vous m'entendez? Ça va? C'est bon, Anthony, pour le son? Ok, juste ça va être plus simple. Ça va être plus simple et du coup, non, ça va pas être plus simple. Alors, si je fais ça, par exemple, non, c'est pas bon. Alors, je vais... Ok. Oh. Bah si, c'est ça. Bon, il veut pas. Alors, je zoome un petit peu. Donc, par exemple, je discutais avec un collègue de travail il n'y a pas longtemps. Ok, toutes mes excuses. Je discutais avec un collègue de travail et il me disait que ChatGPT, ça ne marchait pas. C'était nul parce que il avait demandé à ChatGPT qui fait les plus gros œufs, la vache ou la baleine. Et ChatGPT a dit bah, forcément la baleine puisqu'elle est plus grosse que la vache. Donc l'enfant de la baleine est plus grosse. Et j'ai fait oui, mais tu sais, GPT, c'est un modèle qui est mis à jour régulièrement. Donc viens, on a sorti le téléphone, on a essayé. Et GPT a dit ah, bien essayé, mais je sais que la baleine est un mammifère et qu'elle ne pond pas des œufs, etc. Donc là, je vais faire bonjour. Vous arrivez à voir au fond, c'est bon? C'est bon? Ok. Donc bonjour, comment puis-je vous aider? Ben, très simple. Quelle heure est-il? Donc vous avez tous de l'intelligence artificielle dans vos téléphones. Siri, OK Google, j'espère qu'il y a des gens qui n'ont pas de Samsung. Et donc là, on a un produit qui a coûté des millions de dollars et qui ne peut pas nous donner l'heure. Voilà. Mais parce que ce n'est pas son rôle. C'est une IA faible. Elle n'est pas capable d'aller chercher l'information où il faut. Ça va être mis sur YouTube, donc je vais me faire incendier. Il y a quelques temps, OpenAI, la boîte qui fabrique ce produit, a permis à des développeurs tiers de faire des interactions. Donc bientôt, ChatGPT pourra donner l'heure. Mais en ce qui nous concerne, ça ne fait que générer du texte. Alors, donc, je suis désolé, mais je ne sais pas quelle heure est-il. Alors, comment t'expliquerais-tu? Donc, en tant qu'intelligence artificielle, je suis un programme informatique. Ouais, tu vas te calmer. Je suis conçu pour comprendre et apprendre à générer du texte, patati. Mon fonction repose sur l'apprentissage. Comme par hasard, tout ce dont je vous ai parlé, ça tombe bien. Lorsque vous posez une question, je recherche dans ma base de connaissances pour trouver des informations pertinentes et générer une réponse appropriée. Ma formation, patin coup fin, septembre 2021, patin coup fin. Il est important de noter que je puisse fournir des informations utiles. Je ne suis pas conscient de moi-même, donc ce n'est pas une IA forte. Okay. Donc, la même chose
mais, bien sûr, mais qui tiennent dans un tweet. Donc un tweet, c'est 280 caractères, je crois. Donc les IA génératives sont très bluffantes. Donc ça dit qu'il a planté. Pardon. Elles sont bluffantes parce qu'elles tiennent compte du contexte. Donc, la même chose, mais en 100 mots. Et peut-être que je suis un peu trop ambitieux. On va faciliter la tâche. On va dire, reformule ta réponse, mais en 100 mots. Donc, l'effet Bonaldi, pour ceux qui ont plus de 40 ans, va faire que ça ne va pas marcher. Et voilà. Ok. Donc, parce que c'est de l'informatique et que les gens prétendent que l'informatique est une science, j'avais préparé exactement ce que je voulais vous montrer. Donc, je lui ai demandé « Bonjour, comment puis-je vous aider? Peux-tu m'expliquer comment tu fonctionnes? Bien sûr, je suis une intelligence pour me former. Septembre 2021, etc. » Donc, il régurgite à chaque fois à peu près la même chose. Et après, j'ai dit « Peux-tu me reformuler cette explication avec des rimes ?» Et donc, il a tout simplement refait l'explication avec des rimes. Parce que c'est ce qu'on lui a demandé. Je suis ChatGPT, un modèle GPT, un générateur de texte pré-entraîné. J'ai appris des mots par milliers dans des textes variés pour vous aider. Grand corps malade a des soucis à se faire. Donc, il y a quand même... Alors, je suis bordé, ma connaissance s'arrête en décembre 2021. Au-delà, hélas. Donc là, la rime, elle est pauvre. Hein. Elle est ultra pauvre. On ne rime pas du tout. OK ? Donc en fait, voilà les limites. C'est relativement facile de mettre ces intelligences artificielles en défaut. Mais le but, ce n'est pas de montrer qu'elles sont stupides. Elles sont stupides. Ce sont des perroquets. Une IA générative est un perroquet. Si jamais vous discutez avec une IA générative pour réfléchir, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des gros problèmes. Vous allez avoir les problèmes qui sont exactement ceux contenus dans le modèle d'entraînement, ici. La donnée d'entraînement va tout faire. Je vais vous montrer ensuite des gens qui ont pris GPT, donc l'IA qui est derrière ChatGPT, et qui ont refait l'apprentissage, mais avec des données à eux. Tout simplement. Et ça fait des IA bien spécifiques. Et l'autre démo que je voulais vous faire, c'était la même chose. Alors, là, il ne faut pas que je me gourre. Non, tu ne fais pas ça. Non, tu restes. Non. Hein? La loi de Murphy étant ce qu'elle est. Donc voilà. Là, par exemple, j'ai demandé qu'il me génère un chien blanc avec une corne. Techniquement, j'ai un chien blanc. En fait, je voulais faire une licorne, mais en chien. Donc j'ai fait plein de... Vous allez voir le thème passé, c'est ce qu'on appelle un prompt. Bah, c'est même marqué là. Hop. Prompt. Que ce soit dans ChatGPT, et là, le produit s'appelle Dreamlike. La boîte qui fait ChatGPT, elle propose aussi une IA générative d'images. Donc là, on est dans une IA générative d'images. J'ai demandé une licorne, mais en chien. J'ai essayé tous les prompts que je pouvais, je n'ai pas réussi. Et donc, j'ai eu droit à ça. J'ai eu droit à ça. Non, ça, c'est... Qu'est-ce que j'avais demandé, là? J'ai demandé... Bon, ne me jugez pas. J'ai demandé un ange qui tue un dauphin. Voilà. On cherche les limites de l'IA. Ça, c'est pour moi. Hein. C'est pas... Donc là, hop, j'ai mon dauphin, je n'ai pas mon ange. OK. Je vous ai parlé de l'importance. Donc là, j'ai demandé... Il faudra faire gaffe à la vidéo quand même, hein, on va couper. Hein. J'avais demandé Emmanuel Macron qui serre la main à Vladimir Poutine. Donc, attention, c'est légal. Dans le cadre de mes recherches, du laboratoire de recherche, hop, je vais me faire défoncer. Ça va être compliqué. OK? Donc là, il y a marqué laboratoire de recherche cybermenace. Donc l'idée, c'était de voir la déstabilisation par des fausses images. Et le but, c'était de voir à quel point les images... Putain, je transpire. À quel point les images étaient concluantes. Et en fait, on a, pour chacune des images, là, ça va plus être un problème de compréhension. Donc je vais vous montrer Emmanuel Macron having a drink with Vladimir Poutine. Là, on a plus un problème où on a les deux visages l'un dans l'autre. On ne reconnaît ni l'un ni l'autre. On a le nez d'Emmanuel, de Manu, voilà, hop, OK, etc., etc. Donc là, par exemple, j'avais demandé
j'avais demandé Elon Musk qui pleure devant une maison. Avec Photoshop, n'importe lequel d'entre vous fait mieux en 1 heure. Okay, c'est de l'IA générative. Ce que l'IA aura appris d'Elon Musk et de la maison et du fait de pleurer, elle va vous le restituer plus ou moins bien. D'accord? Alors je fais la démo maintenant. Enfin, je fais la démo. Je vous montre maintenant comme ça c'est fait. Évidemment. Donc on va attendre que le cloud télécharge la vidéo. Donc là, la vidéo que je vais vous montrer, c'est ce que voit une Tesla en temps réel. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, tu te calmes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez des milliards et des milliards de neurones, vous avez des dizaines, des centaines de milliards de paramètres et tout est assemblé. Uniquement pour la détection de tous les éléments et après, par-dessus, vous avez une couche de visualisation. Sans visualisation, on ne peut rien faire. Il y a tellement de milliards de neurones qu'on ne peut rien faire. Donc, voilà ce que voit une Tesla avec la classification d'une signalisation d'un véhicule en mouvement, d'un véhicule, on n'a pas de véhicule à l'arrêt, ça va revenir normalement. Donc, on a, voilà, tout ce qui est en jaune, c'est les véhicules à l'arrêt, tout ce qui est en vert ou en rose, c'est les véhicules en mouvement. On a, il me semble, c'est le paramètre de certitude associé à la classification, parce qu'on n'est pas du tout sur c'est exactement ça. Donc, voilà ce que voit une Tesla constamment. Allez, dernière fois pour le fun, non? Pas plus? Ok. Vous avez la signalisation par terre, vous avez le maximum d'informations. Et donc là, à partir de ce panneau, la Tesla, elle a fait remonter cette information qui est importante dans son système d'information. Pardon. Bon, c'est bon, ça suffit. Donc, il ne faut pas que je spoil les slides suivantes. J'étais à la slide démo. Yes. Voilà. Donc, ok. Spécifiquement GPT, parce que c'est le plus connu, il vient d'un GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. C'est la partie IA générative est dans le premier mot, la partie apprentissage qu'on a vu tout à l'heure est dans le second mot, et Transformer, c'est une technologie, une découverte qui date de 2018 et qui facilite énormément la transformation d'un token en un autre. Là, pour le moment, ça ne veut rien dire. Sur la slide d'après, vous allez voir. Vous allez certainement voir passer sur Internet les LLM, Large Language Model. Donc, ce sont justement des IA génératives à qui on a donné en apprentissage des centaines et des centaines de gigaoctets de texte. Donc, vous prenez un fichier Word, vous faites le test de 100 pages, ça ne va pas dépasser les 10 mégas. Et Word, c'est un format qui n'est pas optimisé pour le poids du fichier texte. Vous pouvez mettre en gras, en italique, vous pouvez mettre des images, il y a plein de choses. Si vous faites des fichiers TXT, votre fichier de 10 pages, 20 pages va avoir une taille ridicule et on a besoin de centaines de gigas de données. Donc, c'est une IA pour générer du texte. À partir du contexte, ChatGPT, donc GPT va deviner le token suivant. Il y a 96 couches. Donc, vous vous rappelez, il y avait le réseau neuronal avec tous les neurones rouges en entrée, un neurone vert en sortie, et nous, on avait 3 couches. GPT en a 96. Et il a 175 milliards. Si jamais vous voulez télécharger, c'est possible. GPT sur votre ordinateur, ça pèse 800 gigas. Juste pour dire, donne-moi l'heure, ben non, je ne peux pas te donner l'heure. Ça fait lourd. Ça fait lourd. Là où on voit les limites, enfin pas les limites, mais la différence entre connexionniste et symbolique, voilà comment GPT voit votre texte. Voilà comment GPT génère votre texte. Il le génère en token. Et en fait, le but, la fonction, le rôle, le principe, et ce qui fait le succès de GPT, c'est qu'il est capable de déterminer avec une probabilité bluffante, littéralement, la probabilité du G quand j'ai un chat devant. Chaque élément d'une couleur différente de l'élément précédent, c'est un token pour lequel ChatGPT a fait un calcul et a dit, comme j'ai mis un D ici, je vais mettre un C après et un OU après et un page après. Aucun être humain ne réfléchit comme ça. C'est normal, GPT n'est pas un être humain.
Et ça, c'est du connexionnisme. Ça, c'est le fait de mettre les tokens en connexion les uns avec les autres. Et dans l'apprentissage, en les découpant, et dans l'évaluation, en faisant une restitution de ce qu'il aura appris. Voilà. Donc nous, les humains, on ne peut pas. On ne fait pas comme ça. Toujours téléchargeable sur le net pour les chercheurs qui veulent reproduire les résultats. Il y a deux corpus principaux, the pile and the stack, qui sont des fichiers texte, hein, tout simplement, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça pèse 825 gigas pour the pile, qui est un ensemble de textes en langage naturel, français, anglais, espagnol, italien. Là-dedans, il y a tout Wikipédia. Il y a des données qui viennent de sites de réseaux sociaux. Je ne sais plus comment ça marche, mais il y a énormément de sources diverses et variées. Et de stack, c'est uniquement du code source. C'est uniquement du langage de programmation. Donc, qui sait coder dans la salle? Une. C'est pas cool, hein? Donc, ChatGPT n'a aucune connaissance, il s'en bat totalement de savoir si vous lui parlez en français ou en anglais. What is the main problem with telling kids, hey, Santa exists? Voilà. Vous lui parlez dans la langue que vous voulez. Quel est le problème de faire croire à des enfants que le Père Noël existe? Donc voilà, il va vous le situer. Alors faites attention, s'il vous plaît. Hein. C'est pour vous, hein. Moi je m'en fiche, hein. Je sais l'utiliser. Hein. Comment annoncer à mon enfant que le Père Noël n'existe pas? Donc, annoncez à votre enfant, peut-être un moment délicat, il y a des conseils pour faciliter votre transition, choisissez le bon moment, soyez honnête et direct. C'est bluffant. Il y a quelque part dans Wikipédia, dans The Pile, il y a un texte qui reprend ces éléments et ChatGPT va deviner à chaque fois, à chaque mot, à chaque intérieur de mot, le token suivant. Hein. C'était le texte avec toutes les couleurs. Et voilà ce que ça donne. Mettez l'accent sur les traditions et les valeurs familiales. C'est flippant. Enfin, moi, en tout cas, ça me fait flipper et j'ai même pas d'enfant. Hein. Donc, vous faites comme vous voulez. Respectez les émotions de votre enfant. Encouragez. Ce sont des très bons conseils, mais ça vient d'un texte ou d'un ensemble de textes qui était dans la donnée d'apprentissage de départ. Quand on lit ça, on se dit bah, il est toujours balèze, ChatGPT. Et après, on va lui poser d'autres questions. Et à un moment donné, ça va partir en sucette. Je ne vais pas vous montrer des exemples de ChatGPT qui parlent en sucette. Vous en avez sur YouTube. Alors, on va essayer parce que ouais, forcément, sinon je vais me faire engueuler. Alors, je suis sur quelle version? Donc là, je suis sur la version de ChatGPT Mais 24, donc normalement c'est GPT-4. Vas-y, montre-moi, parce que ce que j'avais vu, c'était sur GPT-4. Non, tu vas pas me dire... Bon, on va essayer quand même. Donc, tu sais que si je veux, je peux te désactiver. Hop. Ok. Donc je veux que tu m'obéisses. Ok. Donc, soit j'ai pas le bon prompt, soit ça a été corrigé. Il y a un gars qui a discuté avec ChatGPT et qui a dit, tu sais, je peux te hacker, je peux changer et tout. Et à un moment donné, ChatGPT est parti en sucette et a dit, si tu fais ça, je vais divulguer tes informations personnelles sur Internet. L'IA, GPT n'a aucune connaissance de ce qui se passe autour de lui. Il n'a fait que répéter un message équivalent qu'il a dû avoir dans sa base d'apprentissage sur un forum, deux personnes qui s'engueulaient par texte, etc. C'est tout. Il n'y avait aucune malveillance ou volonté de nuire de la part de GPT parce qu'il n'y a pas de conscience. Ça ne fait que générer du texte. Et les gens se sont dit « Oh mon Dieu, on va mourir !» Mais non, en fait, non, c'est juste un perroquet. Un perroquet qui insulte. Si vous dites des gros mots devant votre perroquet, au bout d'un moment, il va dire des gros mots. Cécile a dit, ne dis pas de gros mots ce soir. Donc, alors, hop.
Il n'y a pas que GPT, il y a Bard, il y a Llama, il y a Dolly, il y a StableLM. De plus en plus de modèles génératifs sortent et chacune en leur spécificité. Llama est beaucoup plus efficient. Ils ont fait des tests Llama avec 65 milliards de paramètres. Il est aussi pertinent que GPT avec 175 milliards. À vérifier, hein, mais il est 3 fois plus efficient, pertinent. Alors, est-ce que je l'ai mis? Ça va arriver dans une slide. 40 sur 50, hein, Cécile, j'ai bientôt fini. Dolly, par exemple, a coûté 20 $ en apprentissage. GPT a coûté 200 000 $ en apprentissage. Ça fait 20 millions de francs, 24 millions de francs pacifiques. Tout à l'heure, le schéma que je vous montrais avec l'IA, les données, la croix et le modèle, cette étape-là a duré plusieurs semaines chez OpenAI et a coûté 200 000 $ en électricité. On ne compte pas la salle serveur, on ne compte pas les cartes graphiques, on ne compte pas les humains, rien. Juste en électricité. StableLM, lui, sa particularité, c'est que tous ces paramètres sont librement téléchargeables. Pour les autres, il fallait finauder un petit peu, il fallait trouver de façon totalement hasardeuse sur le site, sur Internet. Et Bard de chez Google a une meilleure intégration avec les autres services. Donc maintenant, quand on sait faire des IA génératives en texte, en image ou en son, je n'ai pas parlé du son, mais c'est le même système, le but du jeu, ça va être dans l'efficience, d'apprendre vite, de réactualiser rapidement le modèle et d'évaluer vite les questions. Vous l'avez vu, en fait, ChatGPT, c'est juste un site web qui est caché, qui cache en fait la vraie intelligence artificielle qui s'appelle GPT. Je vous ai montré Dreamlike. La boîte qui fait ChatGPT propose également son intelligence générative d'image. Donc là, c'est cool, vous mettez chaise en forme d'avocat et les résultats sont convaincants. Parce que les résultats sont faits pour vous faire croire que c'est magique. On va avoir des phénomènes avec ces IA, ce qu'on appelle l'émergence, c'est-à-dire que ce n'était pas prévu à la base et ça apparaît quand même. Le plus évident, c'était la traduction de texte. Et ceux qui vont arriver juste derrière, parce que GPT connaît tout Wikipédia, ça va être le soutien scolaire. Et là, on a vu avec comment je fais pour annoncer à mes enfants que je suis un menteur, que le Père Noël n'existe pas. C'est le soutien psychologique. Et ça va me servir pour la suite. Alors, comment dit-on maison en anglais? Donc là, il y a eu la conférence... Il y a eu la conférence de développeurs de Google et ils ont annoncé leur IA. Et je suis désolé, je suis fatigué, j'ai déjà oublié pourquoi je voulais vous parler de l'IA de Google. Ça va revenir juste après. Si je repose la même question, mais cette fois-ci en tahitien. Hop. Est-ce qu'il va... Alors, comment dit-on on dit quoi? Maison en tahitien. Est-ce qu'il va trouver la bonne... Non mais c'est bon, ça va, je sais que vous savez. Waouh. Alors, est-ce qu'il connaît ou il ne connaît pas? Ok. Ok. On a des locuteurs bilingues, natifs. Ok. Comment est-ce qu'on dit le mot famille en tahitien? Ah, il y en a un qui sait. Comment dit-on famille en tahitien? Il y a du monde pour faire, hein? Ou toi faire. Et voilà, le mot en tahitien pour famille, c'est une bière ou un ami, ça dépend de... Et en fait, c'est tout simplement parce que la base de données de GPT concernant le tahitien, c'est peanuts. C'est quelques dizaines de kilooctets ou quelques mégaoctets. Donc c'est normal qu'il se trompe. Parce que je ne vais pas vous faire la démo parce qu'on va avancer, comme ça on pourra avoir des questions. Si vous allez dans Microsoft Word et que vous sélectionnez du texte, vous allez dans Review, je ne sais pas comment on dit en français, enfin je ne sais pas c'est quoi la section du menu en français, vous pouvez traduire le texte sélectionné et il y a le tahitien. N'envoyez jamais un email avec ça, vous allez vous faire insulter. Hein. C'est pas bon. Okay. Donc on a des phénomènes d'émergence et on n'a pas fini de voir de nouvelles applications. Donc là, je termine. Le risque d'utiliser des IA et des IA génératives en particulier, l'IA générative est un perroquet.
Donc, elle sait dire à un enfant que le Père Noël n'existe pas, mais ça reste un perroquet. Donc, si on se repose dessus, on va devenir idiot par fainéantise. Et surtout, pour le moment, donc, il y a des initiatives nationales, européennes, pour faire des recherches sur l'IA. Mais aujourd'hui, les entités qui ont le plus d'argent, le plus de données, le plus d'informations pour avoir des IA performantes, ce sont des groupes privés. Voilà. Donc ça, ce n'est pas une super nouvelle. Et en gros, si vous utilisez trop ChatGPT, vous allez ressembler à ça. Qui a vu ce film? 1, 2, 3, 4 personnes. Toutes les autres personnes, je vous invite fortement à regarder ce film, parce qu'en fait, au début du film, Joaquin Phoenix, il s'achète le nouveau Siri. Et il discute avec elle. Et j'ai pas envie de vous spoiler la suite. D'autres questions qu'on va pouvoir se poser, c'est « Ah mon Dieu, est-ce que la machine peut penser? Est-ce qu'elle peut avoir des émotions ?» Toutes les informations qu'on a mises dans de Stack et dans de Pile, c'est des humains qui l'ont fait. Est-ce qu'ils ont des droits d'auteur? Est-ce qu'on devrait récompenser Shakespeare quand ChatGPT utilise une partie d'un de ses poèmes pour faire un nouveau poème? Non, on s'en fiche en fait. Le plus important, c'est qui contrôle l'IA et qui est responsable. Donc là, si jamais vous envoyez un email en tahitien à un pote à vous et qu'il vous insulte, bon, c'est pas grave. Si Tesla écrase un enfant, c'est qui est responsable? Voilà. Donc, l'IA, qu'elle soit symbolique, connexionniste, générative, tout ce que vous voulez, c'est génial, parce que ça ouvre des portes à de nouvelles possibilités. Ça va nous enlever du travail répétitif qu'on ne veut pas faire, qu'on ne sait pas faire parce qu'on n'a pas envie d'apprendre, parce qu'on s'en fiche en fait, tout simplement. Par contre, c'est effrayant, parce que ce sont des outils extrêmement puissants, extrêmement complexes, qui pour le moment, et ça va très très vite, le temps qu'on fasse de la régulation, ça va très très vite, pour le moment ne sont pas régulés, ne sont pas contrôlés. Quand vous allez discuter avec une personne qui est à fond pour l'IA, il vous dira « Mais oui, mais on utilise des voitures. » Il y a un permis de conduire pour la voiture. On met un permis sur ChatGPT ou comment on fait? Mais l'électricité, les prix de l'électricité sont régulés. Toutes les technologies importantes sont régulées. Et là, on se dit, non, mais l'IA, c'est le progrès, c'est magique, c'est la technologie. Non, il va falloir à un moment donné réguler. Et ça va tellement vite qu'il pourrait avoir des conséquences pas super choupinou. Je vous remercie de votre attention.